Un anesthésiste respecté est arraché à son bloc opératoire, quittant le scalpel pour un ordre de mission qui bouleverse immédiatement les repères civils du Burkina Faso. Ce geste administratif, en apparence banal, révèle un basculement stratégique où l'État redéploie profession, loi et attentes sociales pour répondre à une insécurité prolongée. Que signifie, pour ceux qui suivent l'actualité régionale, cette redéfinition autoritaire mais assumée de la citoyenneté portée par Ibrahim Traoré ? Derrière une convocation individuelle se dessine déjà une architecture nationale appelée à transformer durablement la relation entre État, société et survie collective. Cette analyse promet d'éclairer ce que cache un geste administratif apparemment isolé et pourquoi il engage bien plus qu'un individu. Pour le lecteur, le bénéfice est clair, comprendre les enjeux concrets en 10 minutes utiles. L'enjeu dépasse la polémique immédiate, car il touche à la manière dont un État sous pression redéfinit ses priorités sans attendre une aide extérieure. En suivant la trajectoire ouverte par cette convocation, le récit mettra au jour les mécanismes juridiques, sociaux et opérationnels, qui transforment une obligation en outil de cohésion. Il montrera comment la loi structure les rôles, redistribue les responsabilités et modifie les attentes entre professions civiles et appareils de sécurité. Ce parcours s'appuiera sur des faits observables, des enchaînements chronologiques et des effets mesurables, sans extrapolation gratuite. Au fil des sections, le lecteur verra émerger les tensions réelles, mais aussi les raisons pour lesquelles une partie de la population adhère à cette logique. La question centrale demeure: jusqu'où une mobilisation peut-elle renforcer la souveraineté sans fragiliser les équilibres civils ? La loi 029/2023 impose désormais un service national obligatoire aux Burkinabés âgés de 18 à 35 ans, transformant une orientation politique en cadre légal contraignant. Ce passage du volontariat au mandat juridique marque une rupture nette dans la manière dont l'État organise sa défense intérieure. Cette mini-révélation éclaire l'épisode du médecin convoqué. Il ne s'agit pas d'une exception, mais du premier signal visible d'une architecture en train de s'installer. Pour comprendre la portée de cette mutation, il faut revenir au contexte sécuritaire dans lequel elle s'inscrit. Le pays fait face à une expansion continue de groupes armés dans les zones rurales, une pression qui érode les institutions et fragilise les liens sociaux locaux. Les dispositifs internationaux, longtemps perçus comme des garanties, n'offrent plus de réponses jugées suffisantes. Dans ce climat, l'idée d'un service national patriotique a progressivement quitté le registre du discours pour entrer dans celui de la norme. La loi redéfinit ainsi la citoyenneté comme une responsabilité active. Fonctionnaires, étudiants, techniciens, agriculteurs et professionnels de santé sont intégrés dans une réserve nationale pensée pour renforcer la résilience intérieure. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette approche est présentée comme une stratégie de souveraineté visant à mobiliser les ressources internes plutôt qu'à dépendre d'appuis extérieurs incertains. Le rappel d'un anesthésiste reconnu a servi de déclencheur symbolique. En touchant une profession considérée comme indispensable et neutre, l'État a rendu tangible une transformation jusque-là abstraite. La frontière entre civil et militaire, auparavant conceptuelle, devient opérationnelle. Cette perméabilité nouvelle suscite des réactions contrastées, adhésion pour certains, inquiétude pour d'autres, mais surtout une prise de conscience collective. Ce basculement révèle une dynamique plus profonde. La mobilisation n'est pas uniquement institutionnelle, elle est culturelle. Les individus commencent à intégrer l'idée que leurs compétences peuvent être redéployées au service d'un effort commun. C'est précisément cette tension entre nécessité sécuritaire et redéfinition du rôle civil qui structure la suite du récit et conditionne la manière dont la société absorbera cette transformation. L'anesthésiste convoqué devient un personnage repère, non par son nom, mais par ce qu'il incarne. Son parcours cristallise la transition brutale entre une expertise civile reconnue et une mission redéfinie par l'État. À travers lui, la réforme cesse d'être abstraite et prend un visage familier, compréhensible pour l'opinion publique. Dans les hôpitaux de la capitale, les premières réactions sont immédiates. Des équipes médicales décrivent un mélange de surprise et de discipline résignée. L'enjeu principal n'est pas seulement organisationnel, mais psychologique.
Il faut intégrer l'idée que la compétence médicale, longtemps perçue comme protégée, peut désormais être redéployée selon des priorités nationales. Cette prise de conscience modifie la manière dont les professionnels envisagent leur rôle quotidien. Un phénomène similaire apparaît dans le milieu universitaire. Des étudiants proches de la fin de leur cursus apprennent qu'une phase d'immersion patriotique précédera désormais l'accès à l'enseignement supérieur. Après un temps de flottement, une forme de pragmatisme s'installe. Plusieurs enseignants reconnaissent que cette clarification met fin à une zone d'incertitude persistante entre parcours académique et réalité sécuritaire. Ces deux microcas, distincts mais convergents, montrent comment la loi commence à produire des effets concrets. Elle n'agit pas par rupture spectaculaire, mais par ajustements successifs qui redessinent les attentes. Les individus comprennent que la mobilisation ne vise pas uniquement le front armé, mais l'ensemble des fonctions nécessaires à la continuité nationale. À ce stade, un constat s'impose, la réforme n'est plus théorique. Elle s'infiltre dans les routines professionnelles et transforme la perception même du service public. Ce qu'il faut retenir, c'est que la loi change les rôles avant de changer les institutions. Tout commence par une rupture silencieuse. La convocation du médecin circule d'abord comme une information marginale relayée dans des cercles professionnels restreints. En quelques heures, elle sort de ce cadre. Les réseaux locaux s'en emparent. Les discussions quittent les hôpitaux pour gagner les marchés, les administrations et les universités. Ce qui semblait individuel devient immédiatement collectif. L'événement agit comme un déclencheur, révélant une orientation nationale jusque-là perçue comme abstraite. La phase d'activation s'accompagne d'un effet de surprise généralisé. Les citoyens réalisent que la loi 029/2023 n'est plus un texte dormant. Elle entre en application par touches successives. Les fonctionnaires sont appelés à se déclarer. Les universités intègrent l'immersion patriotique dans leur calendrier. Les entreprises sont invitées à coopérer avec l'administration. Chaque mesure, prise isolément, paraît gérable. Leur enchaînement, en revanche, produit un sentiment de basculement. Vient ensuite la montée en intensité. Les directives administratives se multiplient, les décrets précisent les modalités, les services de l'État ajustent leurs protocoles internes. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, le discours officiel adopte un rythme soutenu et répétitif. Le message central ne varie pas. La souveraineté doit se reconstruire de l'intérieur. Cette constance imprime une direction claire, même chez ceux qui doutent de ses implications à long terme. Le point culminant se forme dans les camps d'entraînement, notamment à Kaya. Là, les observateurs s'attendaient à une résignation visible. Le tableau diffère. Les instructeurs décrivent une cohésion rapide, presque spontanée. Les recrues expriment un sentiment de participation historique. Beaucoup affirment que la défense nationale ne peut plus reposer sur des acteurs extérieurs. Cette adhésion inattendue confère à la mobilisation une énergie que les autorités n'avaient pas nécessairement anticipée. En parallèle, les centres urbains vivent une phase de tension accrue. Les professionnels redoutent les réaffectations imprévues. Les familles s'interrogent sur la durée et la nature des missions. Quelques départs discrets vers l'étranger sont signalés. Leur nombre reste limité, mais leur résonance médiatique est forte. Les médias internationaux s'en saisissent, construisant un récit axé sur la contrainte et la pression. L'image externe commence alors à diverger de l'expérience rapportée sur le terrain. La phase de rémanence s'installe lorsque l'État réagit à ces signaux contradictoires. Le gouvernement renforce le caractère obligatoire du dispositif, l'évitement devient sanctionnable. Dans le même temps, le ton officiel évite la stigmatisation. La responsabilité collective est mise en avant plutôt que la punition individuelle. Cette posture consolide l'engagement de ceux déjà mobilisés et limite les fractures ouvertes. À mesure que la séquence progresse, une logique se dessine. La mobilisation avance par couches successives, chacune recouvrant la précédente et l'inscrivant dans un cadre plus strict. Le système cesse d'être théorique. Il devient mécanique. Il touche les institutions, les professions et les foyers. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette dynamique transforme un choix politique en processus irréversible. À ce stade, l'événement initial a perdu son caractère isolé. Il est devenu le symbole d'un mouvement plus large où chaque décision administrative contribue à redéfinir la place du citoyen dans un État confronté à une insécurité durable. Les autorités présentent d'abord un socle chiffré destiné à matérialiser la mobilisation. Selon les données communiquées,
3000 citoyens ont déjà achevé une formation civique et patriotique complète. Ce volume sert de point de référence initial. Il marque le passage d'une phase expérimentale à une montée en puissance structurée. L'objectif affiché, est de montrer que le dispositif ne repose plus sur des intentions, mais sur une capacité réelle d'intégration. Un deuxième indicateur précise la transformation de l'administration. Environ 2000 fonctionnaires ont participé à une immersion militaire obligatoire. Ce chiffre ne vise pas à suggérer une militarisation des métiers civils, mais une homogénéisation des réflexes institutionnels. Les responsables expliquent que ces sessions cherchent à aligner la compréhension des responsabilités collectives entre services civils et priorités sécuritaires. Le delta est notable. Avant ces immersions, la coordination était fragmentée. Après, les participants décrivent une meilleure lisibilité des chaînes de décision et des contraintes opérationnelles. Le troisième ensemble de données concerne les compétences techniques. Plus de 600 stagiaires ont été formés dans des métiers jugés essentiels, notamment la menuiserie, la mécanique et certains domaines liés à l'énergie. Pris isolément, ce nombre peut sembler modeste. Mis en perspective avec l'état des infrastructures dans les zones affectées par l'insécurité, il prend une autre dimension. Ces formations répondent à des besoins immédiats dans des territoires où les réseaux ont été affaiblis pendant des années. Le chiffre sert ici à illustrer une orientation. La mobilisation ne se limite pas au front armé, elle inclut la réparation territoriale. L'interprétation combinée de ces trois séries de données révèle une logique cohérente. Les chiffres ne sont pas présentés comme une démonstration de force, mais comme la preuve d'une progression graduelle. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, ils fonctionnent comme des jalons permettant de mesurer l'absorption du dispositif par les institutions. Le passage du baseline à un niveau plus consolidé est utilisé pour soutenir l'idée d'un système adaptatif capable de réaffecter les compétences sans les dissoudre. Cependant, ces indicateurs alimentent aussi les critiques. Des observateurs internationaux soulignent que des volumes positifs peuvent masquer des tensions latentes. Une mobilisation trop rapide risque de saturer certains secteurs clés. Les départs isolés vers l'étranger, bien que minoritaires, sont cités comme des signaux faibles à surveiller. Les chiffres deviennent alors un terrain d'interprétation contradictoire, oscillant entre efficacité et pression. À l'intérieur du pays, une autre lecture émerge. De nombreux jeunes perçoivent ces données comme la preuve tangible de leur participation à un projet national concret. Ils y voient une rupture avec des années d'attente et de dépendance. Cette perception ne neutralise pas les inquiétudes, mais elle explique en partie l'adhésion observée dans les camps. En définitive, les preuves quantitatives ne tranchent pas le débat. Elles structurent le cadre dans lequel il se déroule. Elles montrent que la mobilisation progresse de manière mesurable, tout en rappelant que chaque chiffre porte en lui une exigence d'ajustement constant. C'est dans cet équilibre instable entre montée en puissance et capacité d'absorption que se joue la crédibilité du modèle porté par Ibrahim Traoré. Une première lecture critique, largement relayée à l'extérieur du pays, présente la mobilisation comme un glissement préoccupant vers une militarisation diffuse de la société. Selon cet argument, l'extension du service obligatoire à toutes les professions brouille durablement la frontière entre civils et militaires. Elle risquerait d'affaiblir des secteurs essentiels, en particulier la santé et l'éducation, tout en installant une logique de contraintes difficiles à inverser. Les départs discrets de certains professionnels et les inquiétudes exprimées dans les centres urbains sont mobilisés pour étayer l'idée d'un système générateur de pression plus que de cohésion. Un second argument, plus institutionnel, insiste sur les risques de saturation. Même pensée comme progressive, la mobilisation pourrait dépasser la capacité réelle de l'État à absorber, former et redéployer des volumes croissants de citoyens. Dans cette lecture, la loi créerait une architecture lourde, exigeant des ajustements constants, avec le danger de désorganiser les circuits civils au moment même où ils sont le plus sollicités. La montée en puissance serait alors moins un levier stratégique qu'un pari risqué sur la résilience administrative. Ces deux critiques reposent sur des préoccupations légitimes. Toutefois, les éléments observables introduisent des nuances importantes. Les données disponibles montrent une progression graduelle, non une mobilisation aveugle.
Les immersions administratives restent limitées en volume et ciblées dans le temps. Les formations techniques, loin de retirer des compétences, visent à les repositionner dans des zones fragilisées. Le système intègre également des mécanismes de transfert et d'exemption, ce qui tempère l'idée d'une contrainte uniforme et rigide. Surtout, les retours du terrain indiquent une interaction plus complexe que prévu. Là où certains anticipaient une démobilisation, on observe une adhésion partielle, notamment chez les jeunes, qui interprètent leur engagement comme une participation concrète à un projet collectif. Cette dynamique ne neutralise pas les risques, mais elle contredit l'hypothèse d'un rejet massif et immédiat. En réalité, le débat ne se résout pas par une opposition binaire. Les faits suggèrent un modèle hybride, où contraintes légales et ajustements pragmatiques coexistent. La mobilisation n'apparaît ni comme une dérive univoque, ni comme une solution définitive, mais comme un processus sous tension dont les effets doivent être évalués dans la durée plutôt qu'à travers des verdicts instantanés. On observe pourtant une mobilisation qui avance à 2 vitesses. Dans les camps, une dynamique inattendue s'installe. Les instructeurs décrivent une cohésion qui ne correspond pas au scénario anticipé. Les recrues ne se comportent pas comme des individus contraints, mais comme des participants cherchant un sens à leur engagement. Cette attitude transforme la perception du service obligatoire qui cesse d'être uniquement vécu comme une charge et devient, pour certains, un espace de reconstruction collective. Dans les centres urbains, le mouvement inverse domine. Les inquiétudes persistent autour des réaffectations, des ruptures de carrière et de la pression ressentie par les familles. Les discussions professionnelles restent marquées par la prudence. Cette divergence crée une ligne de fracture discrète, mais structurante, entre lieu de mobilisation active et espace de projection sociale. C'est dans ce décalage que se situe la véritable révélation. Le dispositif ne produit pas une réaction homogène, il génère une adhésion différenciée selon l'exposition directe au terrain et la distance aux zones d'insécurité. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, cette configuration devient un paramètre central du modèle. La mobilisation fonctionne précisément parce qu'elle accepte cette asymétrie au lieu de la nier. Cette prise de conscience modifie la lecture de l'ensemble du processus. La question n'est plus de savoir si la loi impose, mais où et comment elle est intériorisée. À partir de ce point, les effets à venir dépendront moins des textes que de la capacité à gérer cette coexistence de confiance et de réserve. Les effets de la mobilisation se manifestent d'abord au niveau des institutions nationales. Dans l'administration publique, l'immersion obligatoire a modifié les pratiques quotidiennes. Les responsables décrivent une discipline accrue et une meilleure coordination entre services civils et priorités sécuritaires. Cette évolution ne transforme pas la nature des métiers, mais elle renforce la capacité de réaction de l'État dans un contexte de crise prolongée. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, cette réorganisation est présentée comme un socle fonctionnel destiné à stabiliser des structures longtemps fragilisées par l'insécurité. Du côté du secteur économique, l'impact est plus contrasté. Les entreprises privées doivent s'adapter à des rotations de personnel imposées par la loi, ce qui entraîne des ajustements de production et une planification plus prudente. À court terme, ces contraintes génèrent des tensions, notamment dans les zones urbaines. Toutefois, certains secteurs techniques bénéficient directement du dispositif. La formation de centaines de stagiaires en mécanique, menuiserie et réparation énergétique alimente des filières essentielles à la reconstruction. Dans les régions minières et agricoles, cette montée en compétences contribue à une stabilisation progressive de l'activité économique. Pour les populations locales, les conséquences sont vécues de manière ambivalente. Dans les zones rurales proches des foyers d'insécurité, la présence renforcée de contingents civils réaffectés et de structures coordonnées par l'État produit un sentiment de retour progressif de l'autorité publique. Les communautés constatent une amélioration relative de la sécurité et une continuité accrue des services de base. Ces effets restent fragiles, mais ils marquent une rupture avec des années de retrait institutionnel. Dans ce contexte, la mobilisation est perçue moins comme une contrainte que comme une réponse tangible à une vulnérabilité persistante. Les individus, enfin, portent les conséquences les plus sensibles.
De nombreux jeunes engagés dans les camps d'entraînement décrivent leur participation comme une expérience fondatrice. Ils y trouvent une forme d'utilité collective et un sentiment d'appartenance absent jusque-là. A l'inverse, dans les milieux urbains, certaines familles expriment une inquiétude durable face aux réaffectations possibles et à l'incertitude qu'elles génèrent. Quelques départs discrets vers l'étranger sont observés, révélant une ligne de tension qui traverse les trajectoires personnelles. Ces 4 ensembles d'effets composent un tableau nuancé. La mobilisation ne produit ni une cohésion totale, ni une fragmentation immédiate. Elle reconfigure les rapports entre État, économie et société selon des rythmes différents. Les gains sécuritaires, bien que modestes, sont illustrés par une progression mesurée du contrôle territorial, passé de 70 à 39% à 72 à 7%. Ce delta, limité mais symbolique, sert d'argument aux autorités pour démontrer que la stratégie impulsée par Ibrahim Traoré génère des résultats observables. À ce stade, les conséquences ne peuvent être résumées par un verdict unique. Elles dessinent plutôt un équilibre instable où chaque avancée s'accompagne de nouvelles exigences d'adaptation. C'est sur cette base concrète que s'ouvrent désormais les projections à moyen terme. On peut d'abord envisager une première trajectoire qui prolonge les tendances déjà observées. La mobilisation poursuit sa progression sans rupture majeure, tandis que les institutions affinent leurs mécanismes internes. Les administrations conservent la discipline acquise lors des immersions obligatoires et les formations techniques continuent d'alimenter les secteurs fragilisés. Dans cette hypothèse, la stabilisation des zones rurales progresse lentement mais régulièrement. Les tensions urbaines persistent toutefois, car les familles et les employeurs restent attentifs aux réaffectations imprévues. Si cette trajectoire se confirme, l'État maintient un équilibre délicat, sans transformation décisive, mais sans recul manifeste. On peut aussi envisager une trajectoire plus favorable où les dynamiques positives déjà visibles s'amplifient, les effets positifs déjà visibles s'amplifient, les cycles de formation gagnent en efficacité, permettant une consolidation plus rapide des infrastructures essentielles. Les zones sensibles enregistrent de nouveaux gains sécuritaires, renforçant la légitimité du dispositif. Les milieux professionnels initialement prudents commencent à interpréter les réaffectations comme un mécanisme structuré plutôt que comme une menace diffuse. Dans ce cas, la convergence entre objectifs de souveraineté et expérience quotidienne s'accentue. Les départs isolés diminuent et la perception internationale évolue vers une lecture plus nuancée du modèle burkinabé. Enfin, une trajectoire plus risquée peut se dessiner si les tensions s'accumulent, si les réaffectations deviennent trop fréquentes ou mal coordonnées. Certains secteurs clés, notamment la santé et l'éducation, pourraient s'affaiblir. Les inquiétudes familiales s'intensifieraient et les départs discrets vers l'étranger gagneraient en ampleur. Cette dynamique nourrirait une pression médiatique et diplomatique accrue. Dans les régions exposées, une fatigue progressive du personnel mobilisé pourrait ralentir les gains sécuritaires, produisant un effet domino sur la cohésion interne. Ce scénario n'implique pas un effondrement, mais une complexification durable de la trajectoire nationale. Ces 3 chemins ne sont pas exclusifs. Des éléments de chacun peuvent coexister selon les territoires et les secteurs. La clé d'analyse réside moins dans la prédiction que dans la capacité à observer les signaux faibles. Si les ajustements institutionnels suivent le rythme de la mobilisation, alors la contrainte peut rester contenue. Si, en revanche, l'écart se creuse, les tensions risquent de s'accumuler. La recommandation analytique reste donc conditionnelle. Si la mobilisation est pensée comme un système dynamique, elle peut être corrigée en cours de route. Si elle est traitée comme un verdict figé, elle expose le pays à des déséquilibres durables. Pour les familles, la mobilisation se traduit d'abord par une intrusion dans l'organisation quotidienne. Les décisions scolaires, professionnelles et résidentielles sont désormais évaluées à l'aune d'une possible réaffectation. Cette anticipation permanente crée une vigilance nouvelle, faite de résilience mais aussi d'inquiétude. Les parents décrivent un équilibre fragile entre l'acceptation d'un effort collectif et la crainte d'une exposition accrue aux zones sensibles. Les professionnels vivent une tension d'un autre ordre. Ils doivent assurer la continuité des services tout en intégrant des rotations imposées par le cadre légal. Dans l'administration et les secteurs techniques, l'immersion civique modifie durablement la culture interne.
La discipline acquise améliore l'efficacité opérationnelle, mais elle redessine aussi la frontière entre devoir civil et participation au dispositif national. Cette ambivalence nourrit une prudence constante, en particulier dans les centres urbains où la projection de carrière reste un repère central. Les jeunes engagés dans les camps expriment une expérience distincte. Beaucoup décrivent leur participation comme une occasion rare de contribuer directement à la stabilité du pays. La cohésion vécue sur le terrain façonne un sentiment d'utilité collective et de reconnaissance. Pour certains, cet engagement constitue un point de bascule identitaire, transformant une obligation légale en trajectoire personnelle dotée de sens. Ces perceptions contrastées montrent que la mobilisation ne produit pas un consensus uniforme. Elle génère une pluralité de rapports émotionnels et pratiques selon l'âge, la profession et l'exposition au terrain. Pour le lecteur, l'enjeu consiste à situer ces expériences sans les réduire à une lecture unique. Comprendre ces différences permet d'appréhender la politique nationale non comme un bloc monolithique, mais comme un ensemble de vécus imbriqués. Deux pistes d'attention émergent. D'une part, observer la qualité de l'information transmise aux familles et aux professionnels. D'autre part, suivre l'évolution des mécanismes d'accompagnement destinés aux jeunes engagés. C'est dans ces détails que se jouera l'acceptabilité durable du dispositif. Pour commencer, il s'agit de renforcer la coordination entre institutions civiles et structures de défense. Les administrations doivent consolider des circuits de remontée d'informations réguliers afin d'anticiper les besoins réels et d'éviter des réaffectations improvisées. L'indicateur de suivi prioritaire reste la stabilité fonctionnelle des services essentiels, mesurée par la continuité des prestations et la réduction des ruptures opérationnelles. Ensuite, il devient important de structurer les formations. Des cycles plus courts, mais plus fréquents, permettent d'absorber des volumes variables de participants sans déséquilibrer durablement les secteurs d'origine. Les centres de formation peuvent suivre les compétences acquises par cohorte et mesurer leur utilité concrète sur le terrain. Le critère d'évaluation devient la capacité des filières techniques à répondre rapidement aux besoins locaux. Puis l'attention doit se porter sur les territoires mais sous pression. Les autorités locales doivent travailler avec des unités de coordination pour déployer les compétences civiles là où l'impact est immédiat. La standardisation des procédures réduit les délais et limite la fatigue des personnels. La continuité des services dans les villages constitue alors un indicateur clé de résilience. Par ailleurs, il faut traiter plus directement les tensions urbaines. Une communication claire sur les calendriers, les durées et les modalités de réaffectation peut atténuer l'incertitude qui alimente les inquiétudes familiales et professionnelles. La baisse des demandes d'exemption et la stabilisation des effectifs deviennent des signaux d'ajustement réussis. Enfin, il est essentiel de maintenir une cohérence doctrinale. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, le discours officiel insiste sur le caractère adaptatif du dispositif. Le marqueur décisif n'est pas la rigidité, mais la capacité à corriger en continu en préservant simultanément cohésion sociale, continuité civile et progression sécuritaire. Le parcours, qui semblait commencer par une convocation isolée, révèle une transformation bien plus profonde. L'image du scalpel quitté pour une tenue de mobilisation s'est imposée comme un symbole involontaire condensant la tension entre compétences individuelles et responsabilité collective. Ce motif revient dans les témoignages car il traduit une réalité vécue. La société ne se réorganise pas seulement par décret, mais par l'acceptation progressive de rôles redéfinis. Dans les zones rurales comme dans les centres urbains, cette métaphore continue de structurer les débats. Les institutions ajustent leurs mécanismes pour contenir la pression, tandis que les citoyens évaluent ce que l'engagement exige d'eux. Le dispositif conçu sous l'autorité d'Ibrahim Traoré apparaît alors comme une architecture mouvante, faite de discipline, d'espoir prudent et de crainte diffusa. Cette ambiguïté n'est pas un défaut marginal, elle constitue le cœur même de la transition en cours. Au fond, la nation se redéfinit dans la contrainte partagée. Ce rappel émotionnel ne tranche pas le débat. Il invite à reconnaître que la mobilisation produit simultanément de l'adhésion et de l'inquiétude. Le contraste entre l'acte médical et l'effort national demeure non comme une contradiction insoluble, mais comme une question ouverte sur la manière dont un pays choisit de survivre. C'est ce fil, tendu entre devoir et
et identité qui donne à l'ensemble de la trajectoire sa portée durable. Au terme de ce parcours, la mobilisation nationale apparaît moins comme une mesure ponctuelle que comme un miroir tendu à la société. Elle interroge la manière dont une communauté accepte de redéfinir ses priorités lorsque la sécurité devient une condition de survie collective.